Vous regardez les yeux dans les jeux avec la Caisse d'épargne Côte d'Azur, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Salut à tous, bienvenue dans ce 15e numéro des Yeux dans les Jeux, l'émission qui s'intéresse à la préparation des athlètes olympiques et paralympiques de Paris 2024, des athlètes azuréens évidemment, et à mes côtés, comme d'habitude, comme souvent, Romain Laronche, journaliste au service des sports de Nice Matin. Salut Romain. Salut Vivien. Aujourd'hui, on va prendre la mer et parler de voile avec notre invitée Louise Cervera. Elle a 26 ans, elle est née à Grasse, elle est licenciée à Mandelieu depuis 4 ans. Salut Louise et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Et pour te connaître un petit peu mieux, Romain va te présenter. Déjà, merci de venir sur ce plateau, Louise. Alors, donc, tu es née à Grasse, tu as 26 ans, tu es licenciée à Mandelieu, Vivien vient de le dire, mais la voile pour toi, c'est une passion ancienne. Tu débuteras à 6 ans lors d'un stage d'optimiste à Cannes et tu débutes dans des conditions dantesques. C'est la tempête, la grêle et tu vas adorer ça. Tu vas adorer cette aventure et depuis ce jour-là, tu n'as jamais lâché. Et tu t'es spécialisé dans le dériveur solitaire. La compétition viendra vite, dès l'âge de 7 ans, et tu obtiens des résultats chez les jeunes. Et en 2014, on peut parler de déclic avec cette participation aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Depuis cette compétition, tu ne penses plus qu'aux Jeux de Paris. C'est ça, c'est vrai que ça a été un déclic dans ma vie parce que j'ai pu connaître du coup la compétition avec les Jeux Olympiques de la jeunesse. J'ai pu connaître l'équipe de France, un seul représentant par pays. Et quand je suis rentrée à la maison, je me suis dit, j'avais qu'une seule idée en tête, c'était de pouvoir faire ceux des grands. Je savais que Tokyo, ça allait être un peu court au niveau expérience. Je n'allais pas avoir assez de temps pour me préparer. J'ai essayé d'y aller, mais voilà, ça ne l'a pas fait. Mais par contre, c'est vrai que j'avais 2024 en ligne de mire et tous les matins, je me réveillais avec une seule envie et une seule passion, c'était de faire le mieux que je pouvais pour aller chercher cette qualification et aussi une médaille, bien sûr, parce que je ne veux pas m'arrêter là. Alors l'objectif est atteint. En janvier dernier, tu es la première qualifiée, première sélectionnée de l'équipe de France de voile. Et en février, tu vas confirmer avec une médaille de bronze au championnat d'Europe à Athènes. On peut dire que tous les voyants sont au vert avant Paris. Bah oui, je pense que ça a marqué l'esprit le championnat d'Europe parce que bah voilà, il y a eu l'annonce de la sélection, on ne savait pas trop. C'est vrai qu'on était stressé pendant un an parce qu'on était observé sur chaque compétition. Le fait d'être sélectionné, ça m'a quand même pas beaucoup libéré, mais je ne savais pas du tout à quel niveau j'allais pouvoir naviguer sur cette compétition. Et ça s'est super bien passé, j'étais vraiment super contente et ça a confirmé que voilà, la sélection, bah, elle était pour moi et que j'ai envoyé un gros message à mes adversaires en disant les filles, il va falloir compter sur moi. Il y a 2 premières pour toi. Tu es la première sportive azuréenne qualifiée pour ces Jeux de Paris, la première également de l'équipe de France de voile. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, de la fierté, on imagine, mais est-ce que c'est plus que ça? C'est un sentiment un peu particulier ou ta qualif, ça suffit, peu importe que tu sois la première ou pas? C'est vrai que ça m'a pas trop atteint. Même en fait, au final, la qualification, c'est vraiment sur le chemin pour aller chercher une médaille. Donc c'est vrai que j'ai pas vraiment été dans l'euphorie quand j'ai appris les sélections. Par contre, ce qui m'a vraiment touchée et la fierté que j'ai pu ressentir, c'était mon entourage qui était vraiment super content pour moi. Voilà, et c'est beaucoup d'années de travail, beaucoup de gens autour en fait, qui se sont sacrifiés pour moi. Et c'était plutôt cette partie-là en fait qui m'a donné un petit peu des yeux dans les yeux. Et c'est vrai qu'après, bien sûr, d'être la première sélectionnée en voile, c'était quand même une petite fierté de dire je suis la première. Voilà, c'était top. Alors tu as déclaré que tu te présenterais en tant qu'outsider, mais que tu n'aurais peur de personne. C'est ta façon d'aborder la compétition, ça? C'est ma façon d'aborder la compétition. Je me dis que bien sûr, il y a des leaders, bien sûr, il y a des filles qui ont plus d'expérience que moi, qui ont des médailles aux Jeux Olympiques. On a une Hollandaise qui a 3 médailles aux Jeux Olympiques déjà, donc elle a quand même la bouteille. Mais voilà, je pense que mon point fort, c'est que j'ai peur de personne et que qui que j'aurai en face de moi, je ferai tout mon possible, en tout cas pour les battre. Et j'ai pu le faire sur la Coupe du Monde à Palma voilà, il y a quelques temps, en montrant que j'étais 24 au général sur la semaine et en finissant avec un finish plus que bon, j'arrive à remonter 5e. Et voilà, c'est vraiment mon état d'esprit et de rien regretter, et d'y aller avec la passion, l'envie et d'avoir peur de personne. L'objectif, tu l'as dit, ce sera d'aller chercher une médaille.
L'objectif, c'est d'aller chercher une médaille. Bien sûr que j'ai plus de chances de ne pas la faire que de la faire, si on parle en termes de probabilité. Mais je pense que si j'y vais avec la meilleure version de moi-même, en profitant de chaque instant et en se donnant et en ayant la passion dont la voile en fait me procure, je pense que j'aurai toutes les cartes en main pour aller chercher la médaille. Les Jeux en France et tout près de ta maison, hein, pour le coup, c'est le rêve d'une vie. C'est le rêve d'une vie et c'est aussi un gros avantage pour nous parce que c'est vrai que nous, la voile, on doit faire avec les éléments extérieurs, donc la météo, l'eau, le plan d'eau. Et nous, on a la chance, j'ai grandi ici, la Méditerranée, c'est la même à Marseille que ici. La topographie aussi, elle y ressemble beaucoup. Donc l'aspect tactique stratégique, qui est un gros élément à prendre en compte dans ma discipline, c'est un avantage d'avoir pu grandir depuis mon plus jeune âge avec ces conditions-là. Et je pense que voilà, c'est peut-être le petit truc qui pourra faire la différence sur la fin, parce que c'est vrai que nous, ça se joue vraiment à pas grand-chose, quelques centimètres, quelques petits détails, et c'est peut-être le petit truc qui va faire que ça fera la différence. Le plan d'eau de Marseille, justement, qu'est-ce qu'il a de si particulier? Il est très compliqué. Premièrement, il y a la topographie, donc là, il y a une ville qui est hyper dense, après il y a des montagnes, il y a une île au milieu. C'est pas les mêmes, c'est vraiment pas les mêmes compétences et les mêmes facilités que par exemple si on va en Hollande et que la mer c'est plutôt plat et que c'est plutôt régulier. En plus de ça, il y a des fonds qui sont différents, plus de fonds d'un endroit et moins de fonds dans un autre endroit. Donc il est très compliqué à l'apprivoiser en fait. D'accord. Donc il faut avoir un état d'esprit ouvert et sentir les choses pour pouvoir faire avec ce qu'on a, quoi. L'avantage que tu as, c'est que tu fais beaucoup de stages à Marseille depuis 2 ans maintenant que vous êtes souvent là-bas. Même plus, parce qu'au final, quand j'ai commencé l'Optimiste, on avait des compétitions là-bas. Et c'est des souvenirs qu'on garde depuis maintenant, moi ça va faire plus de 10 ans, donc Oui. ça c'est un plus. Après les stages, on les a même commencés il y a plus de 8 ans, quand on a appris Ok. que les Jeux étaient à Marseille. Et on a commencé à faire quelques semaines par-ci, quelques semaines par-là pour mettre dans le planning des stages en plus pour justement se familiariser avec ce plan d'eau à Marseille. En la voile, on ne va pas faire des compétitions sur la Seine, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas un côté frustrant de se dire c'est les Jeux de Paris, mais on est à Marseille? C'est vrai qu'il y a toujours, mais on le sait, c'est tout le temps comme ça pour la Oui. voile, on est toujours un petit peu à l'écart. Mais après, je pense que le fait d'être avec tous les voileux, avec toute l'équipe de France, parce qu'on sera quand même 10 disciplines, il y aura quand même 14 athlètes, tous les autres pays, je pense que ça va être quand même une aventure de fou. Et puis on aura l'occasion de monter à Paris pour aller voir nos amis et les autres sports pour profiter au maximum. Ah oui, tu vas pouvoir monter à Paris quand même Oui, pendant les Jeux? je pense qu'une fois que la compétition sera terminée, on montera au Club France, peut-être faire la fête, Ok. j'espère, faire la fête de la médaille. Ouais. Et pour voir aussi les copains sur les autres disciplines et découvrir d'autres sports aussi. Je pense que c'est l'occasion de partager. Et toi, tu navigues sur un dériveur solitaire, un Ilka 6. Qu'est-ce que ça a de particulier? Pourquoi ça t'attire plus qu'un autre format, j'allais dire? Alors moi, ça m'a attirée parce qu'après l'Optimiste, je voulais continuer sur une discipline plutôt solitaire. C'est vrai que je voulais vraiment faire ma route avec moi et moi-même. Voilà, donc ça a été pourquoi j'ai choisi ce bateau. C'est un bateau qui est hyper répandu dans le monde entier. Sur les Coupes du Monde, les Championnats du Monde, on peut être entre 120 et 200 pour les garçons. D'accord. Donc c'est vraiment la discipline qui est la plus représentée au niveau international. Et du coup, le fait qu'on soit beaucoup de bateaux, c'est hyper compliqué sur beaucoup d'éléments. Justement, les départs, la tactique, la stratégie. Et c'est vraiment les détails et la consistance et ce petit plus qui peut faire la différence. Et en plus de ça, on est un bateau lent, donc les différences, elles sont quand même minimes. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce bateau, parce que c'est vraiment un panel de compétences vraiment variées qu'il faut avoir. Ça laisse un petit peu plus de place à la stratégie que dans d'autres... À la stratégie, c'est plus ouvert parce que, par exemple, la championne du monde en titre qui était en janvier, donc elle a gagné le championnat du monde. À l'européen, elle fait entre guillemets que 7e. Et à la Coupe du Monde à Palma, je crois qu'elle doit faire 15e, quelque chose comme ça. Donc ça prouve qu'en fait, les places de leader, elles ne sont pas vraiment actées et qu'il faut bosser et qu'il faut vraiment avoir peur de personne pour le coup, parce qu'il y a des places pour nous, quoi. Et tu avais dit dans une interview après une compétition que tu avais été trop défensive. Comment on est offensif dans ces disciplines? On engage plus le corps? Qu'est-ce qui fait la différence à ce niveau-là? Au niveau de l'engagement finalement? Alors, je pense que c'est l'engagement. Il est à la fois physique, de ne pas avoir peur. On a beaucoup de règles de course et on peut, par exemple, faire beaucoup de mouvements du corps pour faire avancer le bateau. Mais ça, c'est interdit aussi dans certaines conditions. Donc, moi, j'ai
il y a des moments, j'étais un peu plus sur la défensive en disant, bon, il y a le jury qui est derrière moi, je vais être un peu plus tranquille sur mon bateau. Et là, c'est vrai que ça fait quelque temps que je donne tout, que je prends des risques, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, physiquement, je donne plus. Il y a aussi au niveau tactique, stratégie, j'ai peut-être un peu plus acté mes choix et être sûr de ça et pas avoir peur de le faire. Et si je le sens, il faut y aller à fond et sinon ça ne marchera pas. Donc tu es un peu plus à la limite et de tes capacités et des règles imposées par les juges finalement. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est un mixte de tout. Bien sûr que je ne vais pas faire n'importe quoi parce que ça servira à rien. Mais en tout cas, si je sens les choses bien et que j'ai l'occasion de le faire, je me dis qu'il vaut mieux que je tente en croyant en ça et faisant le maximum dans ce sens-là que de rester un petit peu entre deux parce que par rapport aux leaders et par rapport au niveau auquel elles sont, ça ne marchera pas. Donc je préfère tenter la chose au maximum. La dimension physique est prépondérante dans ta discipline. Il n'y a pas que de l'entraînement en voile dans ta semaine type. Oui, c'est vrai que au plus les conditions sont musclées, donc au plus on avance, c'est vrai que c'est quand même assez dur physiquement. On a une position de rappel sur le bateau, donc il faut tenir, il faut faire contre au bateau. Pour ça, les jambes et les bras et les abdos, ils sont vraiment importants. Donc à côté, on fait beaucoup de préparation physique avec des musculations, du vélo, de la piscine, du renforcement, de la mobilité. Bon, on va dire quelque chose beaucoup plus général et un petit peu plus spécifique pour notre discipline à des moments donnés pour préparer au mieux les compétitions parce que ça dure 6 jours. Et des fois, si on a 6 jours de vent et que derrière, il faut gratter 10 cm par 10 cm, ça prend du temps et c'est assez dur physiquement. Ouais. La voile, ce n'est pas le sport le plus médiatisé. Est-ce que tu arrives à en vivre? Est-ce que tu as des sponsors qui t'aident? Comment ça se Alors passe? c'est vrai que c'est pas trop médiatisé. J'espère que ça va aller de mieux en mieux avec l'America's Cup, la CLGP. C'est vrai qu'on commence à avoir pas mal de compétitions en voile qui sont médiatisées. Peut-être que ça va arriver pour nous, les disciplines olympiques. J'ai beaucoup de sponsors qui me suivent. La ville de Mandelieu, Altus Energy. Il y a beaucoup de gens j'ai des marques de vêtements qui sont derrière moi pour ça. Après, c'est vrai que je suis à la recherche de sponsors en permanence parce que les saisons, elles coûtent beaucoup d'argent. On a beaucoup de déplacements dans le monde à réaliser. Il y a aussi beaucoup d'achat de matériel parce que c'est une discipline technologique, donc il faut acheter des bateaux en permanence pour les tester, les modifier. Donc voilà, mais c'est vrai que la priorité, c'est de se déplacer en Europe pour faire les compétitions et j'ai la chance d'avoir la ville de Mandelieu, la région et mes sponsors privés qui me suivent là-dedans. Alors, tu n'as pas que la voile, c'est ça qui est incroyable dans ton parcours. Tu es en 5e année d'école d'ingénieur à Lyon, à l'INSA. Comment tu arrives à concilier la compétition et les études? Alors, j'ai envie de dire que c'est facile parce que l'école, en fait, est vraiment à l'écoute des sportifs. Donc, ça fait maintenant 5 ans que je suis dans cette école. Ça fera 6e année en septembre. Et ils m'ont tout de suite, en fait, écouté sur mes envies et comment je voyais les choses. Donc, on a eu la chance d'avoir des périodes d'entraînement à l'étranger. Et j'avais des tuteurs qui me faisaient les cours quand j'étais pas là, à distance. Et ils ont tout le temps, en fait, adapté mon cursus par rapport à la voile. Donc, quand j'avais des périodes où je naviguais pas, je pouvais aller à l'école et un petit peu plus travailler avec les autres pour avancer au maximum. Et quand je partais, à la fois, j'étais beaucoup plus libre. Ils déplaçaient les partiels, j'avais des cours en plus. Donc, en fait, c'est très facile de s'organiser parce que l'école me suit derrière. Après, bien sûr, de mon côté, il fallait que je travaille quand j'étais en stage ou des choses comme ça. Mais c'était vraiment du plaisir à le faire. Il n'y a pas des périodes où le cerveau peut un peu saturer entre ce qu'on doit ingurgiter au niveau scolaire, la tactique de la voile? C'est vrai qu'il y a des périodes où surtout c'était dur parce que j'avais mes camarades qui allaient naviguer et moi j'étais obligée d'être à Lyon pour travailler. Mais il n'y en a pas eu beaucoup des périodes dures comme ça parce que je savais pourquoi je le faisais. Je savais que si je me donnais au maximum en cours, après j'étais plus libre pour aller faire ma passion. Donc c'était vraiment tout allait ensemble. C'était vraiment un double projet l'école avait besoin de la voile et la voile avait besoin de l'école. Et en plus de ça, les études d'ingénieur, ça m'aide aussi dans ma discipline parce que au niveau tactique, stratégique et au niveau aussi technologique de mon bateau, j'ai des connaissances qui peuvent me permettre d'aller peut-être un peu plus loin que les autres au niveau des recherches plutôt scientifiques. Alors tu fais beaucoup de choses, on l'a dit, avec tous ces aspects. Tu es peut-être un peu trop occupé parfois. On va te demander de regarder l'écran qui se situe sur ta droite. Il y a quelqu'un qui va te poser une question. Coucou Louise. Avec les parents, on sait que tu as des milliards de choses à faire. Mais est-ce que si tu gagnes la médaille aux Jeux Olympiques cette année, tu vas enfin avoir le temps de ranger ta chambre? Alors je pense que là, il faut vraiment pas en parler aujourd'hui parce que
C'est vraiment, oui, j'ai 2 chambres déjà. J'ai récupéré la chambre de ma sœur parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'affaires de voile. J'ai aussi du vélo. J'ai aussi des affaires pour aller faire de la wing sur l'eau. Donc c'est vrai que c'est pas très très bien rangé. Mais c'est surtout que je déborde d'affaires et je fais pas mal de sport à côté, du tennis aussi. Et il y a beaucoup de choses dans la chambre. Il C'est vrai. faudrait une salle de sport, mais pour ranger le matériel de sport en fait. Je pense qu'il me faudrait un garage pour ranger, parce que je ramène mes voiles à la maison, je ramène mes mâts, je ramène mes tubes, je ramène mes barres, je ramène beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de place et l'appartement, c'est plutôt moi qui le détient que ma famille. La famille, justement, ta sœur, tes parents, vous êtes très proches, soudés, ils t'aident dans ta carrière, ils savent que tu n'es pas toujours présente physiquement de par ta discipline, mais ils sont là pour toi aussi. Ils sont là pour moi et surtout sans eux, je ne pourrais pas en fait être ici parce que il y a beaucoup d'organisation, il y a beaucoup de choses à faire, à la fois avec l'école et à la fois avec la voile. Et sans eux, au niveau soutien, surtout quand ça ne va pas, et au niveau soutien, au niveau de l'organisation, c'est impossible de faire sans la famille, les amis et les sponsors. Donc c'est vrai qu'on est vraiment très soudés tous les 4, tous les 5 avec Dino, le petit chien. Et sans eux, oui, c'est plus la même vie. Moi, j'adore les appeler, leur raconter ma journée. Bien sûr, des fois, ils comprennent pas grand-chose à la voile. Donc oui, ils me demandent pourquoi je suis pas les meilleurs derrière pour arriver en même temps à la ligne d'arrivée. Mais sauf que si on fait ça, on n'a pas de vent. Donc des fois, ils comprennent pas tout, mais c'est marrant de parler de ça parce que du coup, c'est plus général et ça sort en fait du sport de haut niveau. Dans ta famille, vous êtes sportif, ton père a fait du foot, ta sœur Anna de la danse, mais par contre, la voile, c'est ton truc à toi. C'est vrai que la voile, c'est mon truc à moi. Ma sœur a fait beaucoup de danse à haut niveau. Elle a vraiment fait ça pendant longtemps. C'est vrai que la voile, Anna adore faire ça, mais que l'été quand il fait chaud et qu'il faut se mettre en maillot de bain. C'est vrai que c'est un petit peu mon dada. Et puis, je pense que nos parents ne voulaient pas aussi qu'on fasse le même sport, qu'on soit plutôt dans 2 sports différents. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment trouvé... c'est un amour, en fait. C'est vraiment ma passion. Dès que je vois la mer en voiture, je m'imagine naviguer avec ces petites vagues, comment je naviguerai, comment je ferai. Voilà, c'est une question d'amour. C'est le côté liberté, comme certains peuvent le trouver dans la montagne, ou c'est le même genre d'idée? Je pense que c'est côté liberté, mais aussi les sensations du bateau sur l'eau, la vitesse, la technique qu'il faut mettre et ce qui nous répond. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie et que j'ai besoin en fait, de l'écoute de bateau, comment il passe les vagues, des choses comme ça. C'est vraiment top. Alors, tu te projettes sur Paris, je crois Los Angeles, voire de 2032 aussi, c'est ça? C'est ça, Los Angeles, sûr, j'ai vraiment envie de faire la prochaine campagne. Après 2032, c'est sûr que l'Australie, ça serait mon rêve de terminer là-bas, ou peut-être même de faire en plus. Hein. C'est vrai que la voile, c'est une discipline où il y a beaucoup d'expérience, donc on peut continuer jusqu'à qu'on soit un peu plus vieux. Donc j'espère continuer le plus longtemps possible. Mais par contre, je m'arrêterai le jour où j'ai plus cette passion d'aller à l'entraînement et de faire ce que j'aime le plus. Si je vois que c'est dur d'y aller et que j'ai moins la motivation, je sais que ça sera à la fin et j'aurais pas envie de continuer dans cette voie-là, quoi. Tu as un autre rêve, c'est la Coupe de l'Amérique. C'est vrai que si je peux après basculer sur un projet America's Cup, à la fois en tant qu'ingénieur et à la fois en tant que skipper sur le bateau, ça serait vraiment une belle suite en tout cas à la carrière olympique. Je pense que c'est quelque chose où on peut, en tout cas c'est la Formule 1 des mers, je peux apprendre beaucoup de choses sur la technologie, sur un projet qui est quand même hors norme. Et il y a quand même tous les meilleurs mondiaux en voile qui sont sur ce circuit-là. Et c'est vrai que si je peux mettre les pieds dedans, ça serait un super rêve. Alors tu ne t'intéresses pas qu'à la voile parce que ton idole c'est Martin Fourcade. Ouais. C'est né comment ça? Alors, je sais pas trop. Je pense qu'on parlait beaucoup de lui quand donc il a fait beaucoup de médailles. Oui. Mais en fait, c'est surtout ce qui donne comme retour. Il avait le sourire quand il concourait en biathlon, pardon. Et ce qui m'a marqué en fait, c'est sa façon, de détermination à chaque fois qu'il était derrière la carabine et cet esprit qu'il avait pour chaque compète. Franchement, c'était un athlète hors norme et j'ai eu l'occasion de le rencontrer aux Étoiles du Sport et d'échanger avec lui. Et je me suis dit, waouh, il a beaucoup d'expérience et comment il parle de sa passion, c'est un passionné de sport. Qu'est-ce qu'il t'a dit justement? Qu'est-ce qu'il t'a appris? Est-ce qu'on arrive à choper des choses dans le discours, dans l'échange comme ça? Par exemple, je me souviens qu'il m'a parlé d'une dernière balle qu'il devait mettre sur sa cible sur une compète aux Jeux Olympiques.
Et au lieu de se dire si je la mets pas, je vais perdre la médaille, il a dit si je la mets, je suis champion olympique. Et donc l'état d'esprit, il n'est pas je vais perdre quelque chose, mais j'ai rien à perdre et je peux gagner quelque chose. Et c'est vrai que ça aide parce que des fois, sur une dernière course, on peut se dire là, si je loupe le départ, je sors du podium du championnat du monde. Alors que là, si on se dit ok, je vais prendre un bon départ et je peux être championne du monde, c'est pas du tout le même état d'esprit. Donc c'est la dimension du mental, psychologique à ce niveau-là. Ouais, là, c'est vraiment psychologique et dans quel état d'esprit, en tout cas, on se met pour ces dernières compètes. Et donc là, il s'agit plutôt de jeux d'hiver, hein, a priori le biathlon. Mais est-ce que toi, tu as aussi des souvenirs marquants des jeux d'été? C'est quoi les jeux pour toi? C'est des sportifs, des compétitions? Tu as suivi des choses à la télé? C'est vrai que j'essayais de suivre beaucoup la voile et d'autres sports parce que j'adore le sport en général. Pour moi, les Jeux, c'est le monde du sport qui se réunit tous les 4 ans à un endroit avec les meilleurs athlètes du monde. Et ce qui est marquant, c'est la détermination de chaque athlète. On voit qu'il y a beaucoup de records qui sont battus sur les Jeux Olympiques. C'est pas pour rien parce que je pense qu'il y a une énergie qui est folle en fait autour de cet événement. C'est aussi tous les 4 ans, donc ça veut dire qu'il y a un côté un peu exceptionnel, alors que nous, nos championnats du monde, c'est tous les ans. Et je pense que ça donne un peu de peps, c'est un petit truc différent par rapport aux autres compétitions. Et c'est ça qui rend magique les Jeux Olympiques. Et là, pour cette Olympiade, si on te laisse le choix de rencontrer un ou une athlète de ton choix, il y a des noms qui te parlent un peu plus? Alors moi, j'aimerais bien aller voir le kayak slalom parce que D'accord. c'est vrai que Tony Estanguet, je l'ai vu performer. J'aime vraiment beaucoup cette discipline. Après, en tant que Français, j'aimerais bien aussi avoir Clarisse au judo parce que voilà, Benyeno. ouais, Ouais. elle a beaucoup de médailles et c'est vraiment fort ce qu'elle fait et j'aimerais bien pouvoir échanger avec elle, ça aussi. Et puis c'est une femme aussi dans le sport, c'est des fois différent par rapport aux disciplines masculines. Donc c'est des sports où peut-être ces deux sports, j'aimerais bien aller voir et rencontrer les athlètes. Merci Louise d'être passée sur notre plateau. Romain, peut-être une relance? Non, mais c'est bon, Parfait. merci. Merci d'être passé sur notre Merci. plateau et de nous avoir partagé ta passion. Merci également à Philippe Bertini, Franck Fernandez, Chloé Vorgard et Karine Bautier pour la préparation et la réalisation de cette émission. Merci aussi à toi Romain. Et merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. C'était Les Yeux dans les Jeux avec la Caisse d'épargne Côte d'Azur, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.